Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, nous allons regarder ce que prend l'État sur une succession. On parlera donc des droits de succession sur votre patrimoine. Et Guillaume, je pense qu'il est intéressant pour nos auditeurs de savoir depuis quand existent les droits de succession. Eh bien, ces droits de succession, c'est une chose qui est arrivée en France à la suite de la Révolution française en 1791. Et à l'époque, le taux de taxation sur l'héritage était initialement fixé à 1%. On a ensuite vu des variations dans l'histoire avec un taux qui a atteint 40% après la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on a un taux maximum qui est fixé à 45%. Ce sont des tranches qui sont appliquées et la tranche maximale est à 45% lorsque notre patrimoine est supérieur à 1 800 000 euros. Et donc Guillaume, pour commencer ce podcast, je vais déjà expliquer sur quoi s'appliquent ces droits de succession. On parle ici de la masse successorale. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de masse successorale, on parle de l'actif brut successoral moins le passif brut successoral. Pour être clair, on prend donc l'ensemble des actifs d'un défunt et l'ensemble du passif d'un défunt, c'est-à-dire la dette quand on parle de passif. Pour parler simplement, si Monsieur X avait 500 000 euros sur ses comptes et il avait 200 000 euros de dette, sa masse successorale est donc de 300 000 euros. C'est important de comprendre cette masse successorale, car c'est cette masse successorale qui va faire la base taxable pour les droits de succession. Et Jérémy, on peut rajouter que pour le calcul de cette masse successorale, il faut penser aux frais des obsèques qui peuvent être déduits de la succession dans la limite, bien entendu, de 1 500 euros. Donc pour être très clair, si vous utilisez l'argent qui était présent sur le compte bancaire d'un parent pour payer ses obsèques, ce sera déduit au moment du calcul de la masse successorale. Si vous utilisez votre propre argent pour payer ses obsèques, alors là, vous pourrez les déduire de votre revenu imposable et ils ne seront pas déduits de la succession. Et donc Guillaume, aujourd'hui, on va apprendre à calculer les droits de succession sur le patrimoine d'un défunt. Nous allons aborder ici 3 points. Nous allons regarder déjà les différences en fonction des liens de parenté. Nous parlerons également des abattements qu'il existe. Puis, nous allons regarder également que se passe-t-il s'il y a eu une donation avant. Allez, on commence directement par regarder ce qui se passe au moment du décès et de l'ouverture de la succession en fonction des liens de parenté. Car vous le savez, si vous avez des enfants, par exemple, ils seront plus avantagés que si vous avez simplement des neveux au niveau de la taxation. Dans ce podcast, on essaye de voir ce que prend l'État sur une succession, et ce que prend l'État, ça va dépendre du lien de parenté. Et au moment de l'ouverture d'une succession, ce sont les enfants du défunt qui seront appelés à la succession en premier. Ici, on va parler d'ordre et de degré. Et ensuite, s'il n'y avait pas d'enfants ou si les enfants sont décédés et qu'eux-mêmes n'avaient pas d'enfants, on ira chercher les parents et les frères et sœurs du défunt, etc. Et ensuite, on ira de plus en plus loin dans les liens de parenté pour trouver quelqu'un qui peut hériter du défunt. Et que se passe-t-il si on trouve personne, Guillaume ? Si on ne trouve personne, il faut savoir que c'est l'État, à ce moment-là, qui va prendre la succession pour lui. Et Guillaume, on rappelle que s'il y a une présence d'un conjoint, cela peut également changer la dévolution successorale. Point important aujourd'hui, on va parler principalement des parents, des enfants et des frères et sœurs pour tout ce qui est abattement et donc droit de succession. On va prendre des hypothèses qui correspondent à la plupart des Français lorsqu'il y a un décès. Exactement. Et si on veut parler des abattements, déjà on sait que vous n'avez pas une limite infranchissable au niveau des abattements. À savoir que par exemple, si vous avez des enfants, vos enfants ont droit à un abattement qui est l'abattement en ligne directe de 100 000 euros. 100 000 euros, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Combien de fois peut-on utiliser cet abattement ? Et là, on y reviendra par la suite. En tout cas, sachez que 100 000 euros, c'est une fois tous les 15 ans normalement. Et donc là, on parle du moment du décès. Si vous n'avez pas fait de donation auparavant, vous aurez droit à utiliser ces 100 000 euros d'abattement et ensuite, on sera taxé. Donc ça, on est d'accord, Guillaume, que c'est par parent et par enfant. Exactement. Donc concrètement, cela veut dire que si vous avez 200 000 euros de liquidité sur votre compte bancaire et que vous êtes amené à décéder et que vous avez 2 enfants, à ce moment-là, vos 2 enfants auront donc 100 000 euros chacun et donc 0 euros de base taxable car ils bénéficient chacun de 100 000 euros d'abattement.
Et Guillaume, quid du coup pour les frères et sœurs? Imaginons qu'on n'ait pas d'enfants et du coup qu'on n'ait pas non plus les parents, ce sont donc les frères et sœurs qui héritent. Quel est l'abattement pour les frères et sœurs en cas de succession? Pour une succession entre frères et sœurs, on a un abattement au moment de la succession qui est de 15 932 euros. Donc là, on s'éloigne complètement des 100 000 euros. C'est toujours tous les 15 ans pour information. Et donc, au moment du décès, là, s'il y a toujours 200 000 euros et imaginons un frère et une sœur, eux seront taxés sur une large partie de la succession. Et pour être clair, c'est 85 000 euros chacun de base taxable. 100 000 euros moins les 15 000 euros à peu près d'abattement. Et ça donne des droits à payer pour votre frère et votre sœur de 35 387 euros chacun. Ça donne donc 70 000 euros à payer pour 200 000 euros sur la succession. Donc là, on voit déjà l'impact du lien de parenté au moment de la succession sur ce que prendra l'État. Tout à fait. Mais imaginons cette fois-ci que cela soit un bien immobilier qui vaut 200 000 euros. Alors, en cas de succession, les frères et sœurs touchent bien l'appartement locatif ou le bien immobilier secondaire, mais n'ont pas de liquidité pour payer les droits de succession. Cela peut être très problématique. Exactement, c'est-à-dire que là, soit ils sont obligés de vendre le bien pour pouvoir payer les droits de succession, ce qui est parfois un peu dommage si c'est des biens qu'on souhaitait conserver, ou alors il faut qu'ils aient les liquidités sur leur compte ou qu'ils puissent emprunter pour payer ces droits de succession. Et là, on est sur 200 000 euros. Si on est sur une réflexion avec un bien, par exemple, à 700 000 euros, imaginons, ça devient très très lourd comme droit de succession. Tout à fait, Guillaume. Et Guillaume a souvent abordé le fait des donations. Vous savez, il a dit plusieurs fois tous les 15 ans. Effectivement, en France, on peut utiliser un abattement tous les 15 ans. Donc, inutile de vous dire que si vous avez transmis à 70 ans, mais que votre décès intervient à 75 ans, il n'y a donc que 5 ans d'écart, l'abattement n'est pas reconstitué. Ça veut donc dire concrètement qu'à la succession, si vous aviez utilisé l'entièreté de l'abattement à 70 ans, à vos 75 ans, vos enfants n'auront pas un nouvel abattement et seront directement taxés sur la masse successorale. Et Jérémy, justement, ça permet de soulever une problématique de l'anticipation de la succession. Si justement le même cas, sauf que la donation a été faite à ses 50 ans, la personne aura pu profiter doublement des abattements et aura pu transmettre deux fois, une fois de son vivant 200 000 euros et une fois à son décès à nouveau 200 000 euros sans avoir de droit de donation puis de succession à payer. Tout à fait, Guillaume, on parle bien du cas où c'est un parent qui transmet à deux enfants. Maintenant qu'on a parlé des abattements, parlons tout simplement de comment on se fait imposer une fois les abattements utilisés. Encore une fois, il existe des différences que vous soyez un enfant ou un frère ou une sœur. Donc, partons du principe que je suis toujours un parent et j'ai cette fois-ci 300 000 euros. J'ai donc toujours mes deux enfants. Les 200 000 euros sont donc utilisés pour les abattements de 100 000 euros. Il reste donc 100 000 euros de base taxable. Et comment vont être taxés ces 100 000 euros restants, soit 50 000 euros à chaque enfant? Eh bien là, les 100 000 euros restants, on va les faire passer dans une moulinette de droits de succession, puisqu'il y a différentes tranches qui vont de 5 jusqu'à 45%, selon les montants qui sont transmis. Si on s'arrête à cette somme de 100 000 euros, ils seront taxés à 5%, puis 10, puis 15, et on s'arrêtera à la tranche des 20% pour tout ce qui dépassera les 15 000 euros dans notre exemple précis. Et cette fois-ci pour les frères et sœurs, Guillaume? Et pour les frères et sœurs, ici, c'est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus rapidement, puisque le barème, il a deux tranches simplement. Une première tranche à 35% pour tout ce qui est inférieur à 24 430 euros, et tout ce qui dépassera cette somme sera taxé à 45%. C'est donc très lourd en termes de droits de succession. Et Jérémy, juste pour que nos auditeurs puissent être aussi informés de cette possibilité, quand il y a la présence d'un conjoint, comment est-ce que ça se passe au niveau des droits de succession? Donc quand on parle de conjoint, on parle bien de deux personnes mariées. Cela veut donc dire qu'il y a une exonération des droits de succession depuis la loi TEPA de 2007. C'est important de le comprendre. Cela veut donc dire que le patrimoine soit de 1 million d'euros ou de 50 000 euros, le conjoint recevra une partie de ce patrimoine dans la totalité sans avoir à payer de droits de succession. Donc là, le mariage est très avantageux. Est-ce que c'est la même chose pour les partenaires de Pacs, par exemple? Alors non, Guillaume, ce n'est pas la même chose pour les partenaires de Pacs s'il n'y a pas la présence d'un testament. Car sans la présence du testament, le partenaire de Pacs n'est pas héritier. Avec la présence d'un testament, il est héritier et il est lui aussi exonéré de droits. Et dernière question, du coup, pour aller au bout du raisonnement, est-ce que si on est simplement concubin, on a un quelconque avantage ou peut-être un abattement qui permet de réduire les droits de succession?
Alors, en tant que concubin, c'est-à-dire en tant que deux personnes ni mariées ni pacsées, vous allez avoir aucun avantage. Vous aurez un tout petit abattement de 1594 €, puis vous serez imposé à 60%. Pour être très concret, sur une succession sur un montant de 100 000 €, vous allez payer 59 000 €. Et Guillaume, il existe quand même un avantage à avoir une résidence principale, car celle-ci bénéficie d'un abattement lors de la succession, c'est-à-dire que ça va diminuer la base taxable. Est-ce qu'on peut faire un rappel là-dessus? Oui, ça on le rappelle parce que c'est très important. Quand on a une résidence principale qui est comprise dans la succession, il faut savoir que l'État, avant d'appliquer une taxation sur le montant, sur la valorisation de la résidence principale, va appliquer un abattement de 20% sur cette valorisation, ce qui va permettre de réduire la part taxable au moins pour cette résidence principale. Et là, ça peut remettre en question parfois certaines interrogations que des clients ou des auditeurs ont pu nous poser concernant la détention de la résidence principale par le biais d'une société civile immobilière. Il faut savoir que si vous utilisez une SCI pour détenir votre résidence principale, vous perdez cet avantage. Tout à fait, Guillaume. Prenons un exemple concret encore une fois. Si vous avez une résidence principale d'un montant de 300 000 €, la base taxable ne sera pas de 300 000 € car vous bénéficiez d'un abattement de 20%. La base taxable sera donc de 240 000 €. Donc si vous nous écoutez, vous avez l'impression que ce qu'on entend dans les médias, comme quoi la France est le pays qui taxe le plus au monde, est bien vrai. Pourtant, il faut savoir que ici, on est sur des constats sur les abattements et sur les droits de donation ou de succession. Ces constats, c'est si rien n'a été fait et si rien n'a été anticipé. Par contre, il faut savoir aussi qu'il est possible d'optimiser et de maîtriser les droits de succession. Jérémy, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement pour bien préparer sa succession? Tout à fait, Guillaume, nous sommes d'accord. En France, nous sommes les plus taxés, mais il existe tellement de moyens pour réduire les droits que cela peut aussi être un avantage d'être en France dans certains cas. Donc, plusieurs situations pourraient être mises en avant, comme la donation en démembrement de propriété entre l'usufruit et la nue propriété. Utiliser également les abattements tous les 15 ans. Et bien sûr, il existe des enveloppes fiscales très intéressantes pour transmettre, comme l'assurance vie ou encore le plan d'épargne retraite. Et justement, nous reviendrons sur toutes ces possibilités qui permettent de réduire les droits de succession dans un futur podcast. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.